Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la dernière vidéo de cette saison. Ok, je sais pas encore quand est-ce que je vais reprendre, mais là pendant un moment je vais faire une pause. Ok, donc je vous avais dit de me poser des questions, que ce soit sur YouTube, Instagram ou peu importe. Peu importe. J'ai compilé les questions, j'ai essayé de les ordonner par type de questions. Et on va y répondre tout simplement. Avant de commencer, voilà, ici, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, hein, c'est là-bas qu'on rigole et qu'on discute de certains sujets. On va commencer avec les questions de type présentation. Donc là, il y a une personne qui m'a posé 25 000 questions. En fait, je vais m'appuyer sur ça pour en fait refaire une présentation. Mais là, normalement, je ne vais rien vous apprendre, hein. Si vous me suivez, mais même un tout petit peu, vous devez connaître, hein. Euh, Déjà, mon prénom, est-ce que c'est Mickaël ou Clément? Alors ça, on va se mettre d'accord tout de suite. Mon prénom, c'est Mickaël. Donc, arrêtez de m'envoyer des DM en me disant Clément. Ok? Mon prénom, c'est Mickaël. Voilà. Mika, Clément. En fait, ça, c'est mon prénom et ça, c'est mon nom de famille. T'as tout le temps été kiné ou tu avais fait un autre métier avant? Est-ce que tu es dans l'ostéopathie ou uniquement la kiné? Bon, en fait, je suis juste kiné. Voilà. Mickaël, Clément, kiné, c'est les deux choses les plus importantes à retenir. Pourquoi j'ai fait des vidéos de vulgarisation? Alors, je vais prendre surtout cette année, en fait, pour différentes choses. Au début, j'ai commencé avec beaucoup de debunk, je crois, cette année, quand j'avais repris les vidéos. Donc, il y avait un côté pointé du doigt ce qui est les choses qui posent problème sur Internet, en essayant d'apporter toujours de la valeur à ça ou de la connaissance à ça. D'un autre côté, bah, c'est le partage, juste le partage de certaines connaissances, et même d'un point de vue perso, c'est toujours intéressant de se dire, je vais me concentrer sur ce sujet-là, je vais mettre tous mes préjugés de côté, et je vais vraiment me concentrer dessus, et je vais voir ce que ça donne. Et il y a quelques vidéos comme ça, celle sur les ruptures du biceps, par exemple, et tout, ça, c'était vraiment intéressant à faire comme travail. Alors, il y en a plein d'autres, hein, mais notamment celle-là, parce que c'était une des premières que j'ai faites cette année, enfin sur l'année qui vient de se passer. Et donc c'était vraiment très intéressant. Quel sport je fais? Bah muscu. Ça c'est quelqu'un qui me suit pas sur Instagram pour poser la question. Et est-ce que tu sortiras un livre un jour? Non, je pense pas que je sortirai un livre parce qu'en fait c'est beaucoup d'investissement en termes de temps. Je pense que je vais en vendre trois, dont un qui sera acheté par mois. En plus, il faut viser un public particulier, soit très spécifique, et dans ce cas-là, elle vendra pas beaucoup de monde, mais dans un domaine en particulier, je pense pas avoir de connaissances particulières pour vendre à une niche particulière. Et après, pour faire du grand public, ça m'intéresse absolument pas parce que j'ai l'impression que pour faire du grand public, faut les choses deviennent accessibles et à chaque fois on tombe presque dans le faux en fait. Et ça me saoule. Donc non, je pense pas écrire de livre. Mais j'ai fait une formation, vous pouvez vous la procurer, ça c'est intéressant. Ouais, la formation, ça c'est intéressant. Alors, tu caches quoi sous ton bonnet? Pourquoi le bonnet? Alors, en fait, l'anecdote. Alors, la réponse que je dis à chaque fois quand on me pose la question, c'est les bretelles c'était déjà pris, donc du coup, j'ai décidé de prendre un bonnet. Euh, la vraie réponse, en fait, elle va être très décevante, parce qu'en fait, je tourne le matin, et parfois par flemme, en fait, vu que j'ai les cheveux longs, et en plus ils sont bouclés, des fois j'ai la... En fait, par respect, il faut que je sois présentable quand je fais la vidéo. Je vais pas sortir, je vais pas me pointer en pyjama devant la caméra, avec les cheveux pas coiffés. Voilà, je vous respecte quand même un minimum, donc il faut que je sois présentable. Donc, au lieu de prendre du temps le matin à me coiffer et tout ça avant de tourner, en fait, je mets un bonnet et comme ça, je suis prêt à tourner. Voilà. C'est comme ça, c'est réglé. Donc en fait, c'est tout simplement par fainéantise absolue. Il n'y a aucune autre raison. Ah, et j'ai pas de calvitie ou de choses comme ça, hein. On me vanne souvent sur ça. Non, non, j'ai pas de calvitie et je peux le prouver. Je le prouverai pas aujourd'hui, mais je peux le prouver. Mais je le prouverai pas aujourd'hui. Oui, alors après, donc la partie anecdote, là, ça va être que des questions sur moi. Je pense pas que ce soit très intéressant, mais je vais juste me prêter au jeu parce que j'ai dit que je répondrais plus ou moins à toutes les questions. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit intéressant. Alors, tu bois quoi pendant les vidéos? Je bois quoi? En fait, je bois soit du café, enfin, je bois du café en général et je me prépare alors, du maté ou je sais même pas comment ça se prononce, du rooibos, je crois, en fonction de mon humeur et de mes goûts. Voilà, la différence c'est que bon, ça n'a pas le même goût déjà. Le maté c'est super bon. Bon, moi je le bois dans un mug alors que ça se boit dans c'est une calebasse, je crois, avec une bombilla, donc c'est la paille en métal.
Moi, non, je le bois dans un mug, donc déjà, je respecte pas le maté. Et donc, il y a de la caféine dans le maté, et des fois, j'alterne avec du rooibos pour diminuer la caféine que je prends dans la journée, parce que je bois déjà beaucoup de café. Donc, si je peux diminuer un petit peu la caféine, je le fais. Voilà. Non pas que ce soit la caféine en soi, ce soit problématique, mais c'est juste que des grosses quantités, je pense pas que ce soit forcément très bon. Donc voilà, café et maté ou rooibos en fonction de si je veux. Parce qu'il n'y a pas de. Je sais pas si je l'ai dit, il n'y a pas de caféine dans le rooibos. Je sais absolument pas comment ça se prononce, hein. Donc c'est R-O-O-I-B-O-S. Voilà. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment très bon. C'est ce que j'ai là. Ça a une couleur un peu rouge. Rouge foncé. Ouais, brun. Voilà. Alors, mes trois vidéos préférées, le top 5 de tes vidéos. Alors, ça, j'avais pas compris la question. Donc j'avais dû parler avec ces personnes-là. En fait, c'est les vidéos que moi j'ai préféré faire. Après, si j'ai bien ou que j'ai préféré ou mes vidéos préférées dans celles que j'ai faites. Donc, alors c'est très difficile de choisir parce que j'essaie de vraiment de m'impliquer à chaque fois dans toutes les vidéos. Je vais vous en montrer 5. C'est pas forcément mes préférés, mais en fait, c'est peut-être celles que. On va dire, je vous les recommande pour, en 5 vidéos, essayer de comprendre un petit peu ce que je fais. Celle-là, c'est sur la communication, donc c'est l'importance des mots et tout ça, et c'est vraiment quelque chose que dont je parle souvent dans mes vidéos parce que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose où on n'est pas forcément formé en formation initiale, donc j'essaye de vous donner des petits tips et tout ça que j'applique après dans les vidéos cas cliniques que je vous montrerai après. Celle-là, elle est intéressante non pas parce qu'elle parle de chaîne myofaciale et d'adhérence et tout ça, c'est juste de comprendre en fait qu'il y a des choses qui marchent, mais ça marche pas forcément pour les raisons qu'on croit. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et pareil, il y a des mots comme adhérence ou des choses comme ça. En fait, on en parle souvent, mais on sait pas trop ce que c'est. Et donc, cette vidéo-là, elle est intéressante. Ensuite, celle-là, donc ça, c'est un debunk d'une séance de chiropraxie. Donc, je vous montre en fait un peu comment un chiro. En plus, c'est un go muscu qui y va. Alors, les go muscu, des fois, je trouve, on est un peu. Ouais, je vais me mettre avec vous. Moi, parce que je suis un peu. Je suis un go muscu aussi. Je fais juste moins j'ai pas la confiance que certains accordent aux chiro et aux ostéos. Mais voilà, comment on peut se foutre un peu de votre gueule, en fait, en vous disant ouais ça va être super, ça va être super, ça va être super, en vous trouvant des causes de douleur très précises comme une différence de longueur des membres inférieurs ou des trucs à la con comme ça, ou de la douleur à l'avant de l'épaule, ça c'est le tendon du long biceps. Enfin bon là vous avez vraiment, c'est florilège, donc c'est vraiment à voir. Ici, c'est pour vous expliquer que bah, même des personnes qui vous vendent des bouquins peuvent dire des bêtises. Ok. Et celle-là, alors elle est assez précise, c'est un sujet assez précis, mais cette vidéo-là, ce qui est assez marrant, c'est que quand je l'ai sortie, je savais que personne n'allait la regarder. Parce que je vois pas pourquoi elle intéresserait les gens, c'est vraiment très précis. Toutes les personnes qui sont intéressées un petit peu sur Red Flag, prise en charge en première intention ou accès direct ou les choses comme ça et qui se forment à ces troubles-là, ça peut les intéresser, mais c'est une vidéo qui marche incroyablement bien, et du coup vu que j'ai regardé quasiment toute la littérature scientifique sur le sujet, c'est une vidéo vraiment complète, voilà. Donc vous avez un peu de tout quoi, on parle de communication, on parle de pourquoi il y a des choses elles marchent mais pas comme on pense. J'aurais pu mettre aussi ah je l'ai pas mise ici, la vidéo où c'est l'espèce de créature du marais là qui est sur la miniature, pareil, très intéressante pour comprendre un petit peu toutes les choses qui fait qu'il y a des choses qui marchent alors que ça marche pas vraiment. Voilà. C'est bien Elden Ring. Alors ça c'est une question, bien évidemment que c'est bien. Il faut jouer à ce jeu-là. Ça va vous prendre une trentaine d'heures, voire une centaine d'heures de votre vie, ça dépend comment vous jouez. Euh, il faut essayer de comprendre l'histoire, l'histoire elle est magnifique. Après, vous allez tomber sur le boss qui s'appelle Malenia, là vous allez faire une première dépression, parce que vous allez avoir du mal à la battre, et ensuite une fois que vous l'aurez battu, bah, le jeu il est fini, donc vous allez faire une deuxième dépression. Mais en ce moment, vous avez le DLC qui vous rajoute quelques dizaines d'heures de jeu, on va dire 30-40, ça dépend comment vous jouez. Donc non, c'est incroyable comme jeu. Après, c'est le studio, c'est From Software, donc faut connaître le jeu, hein. Très punitif, très difficile. Voilà, c'est un jeu où faut se donner.
Ensuite, d'où devient ta passion pour Gazo? Ouais, ça en fait c'est parce que je les mets souvent en story, c'est les musiques que je mets souvent en arrière. Alors je sais pas d'où ça vient. Je vais pas faire le mec, j'ai toujours suivi Gazo avant qu'il soit connu et tout. Je l'aimais déjà, tout ça. Non, je le connais pas depuis 1000 ans. Je sais pas, j'aime bien ses sons. Surtout quand il est seul. En fait, j'aime beaucoup moins. Surtout quand il est seul. Même si des fois je trouve que ses textes sont éclatés, j'ai envie de dire frérot, fais un effort. Mais bon. Ensuite, alors voilà, ça pour revenir sur la question, sur ce que je disais là, il y a une vidéo aussi avec cette image-là. Il faut aller la voir pour comprendre justement tous les mécanismes des choses qui font que on fait des traitements, ils sont nuls, mais en fait ils marchent quand même. Donc les questions, donne-nous un exemple de prompt que tu mets à ChatGPT, DALL-E ou autre pour illustrer tes vidéos. Alors ça, c'est des questions depuis que je fais des stories où je mets des illustrations, des choses comme ça revient hyper souvent. Qu'est-ce que tu... C'est quoi tes... Qu'est-ce que tu dis à l'IA pour qu'elle te fasse ces illustrations? Mais je j'écris des choses complètement éclatées. Ok, je n'ai aucun talent pour ça. J'ai l'impression que des fois, vous croyez que je vous cache des choses en disant ouais non, je vais garder mes secrets et tout pour... Non, non, vous voyez l'image qui est là. Bah, en fait, vous l'imaginez dans votre tête, vous décrivez ce cas-là, l'IA, elle va le faire. Ça me prend, bah, ça répond à la question suivante, il te faut combien de temps pour faire une illustration? Il me faut 5 minutes 30, ok? C'est juste... Alors après, des fois, elle vous parle pas forcément, les miniatures, de pourquoi cette miniature-là, à ce moment-là, dans le PDF, enfin, pourquoi cette illustration-là, à un moment dans le PDF, ou pourquoi cette illustration-là, sur la miniature de la vidéo, mais moi en fait, moi ça me parle. Donc en fait c'est surtout pour moi pour retrouver les trucs. Des fois dans le titre ça m'aide pas, mais je me rappelle à l'illustration que j'ai mis, ce qu'il y a dedans, les rêves qu'il y a dedans et tout ça. Voilà, c'est dans la vidéo, donc c'est surtout pour moi. C'est très très personnel, mais voilà, ça me prend 5 minutes en fait. Hein. Vous prenez ça, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? On va prendre ça. Ça, c'est une créature du marais dans son marécage. Bah, dessine-moi une créature du marais dans son marécage. Bim! Ouais, c'est ça que ça sort. C'est deux phrases, 1 minute. Après, vous pouvez relancer plusieurs fois l'IA pour qu'elle vous donne plusieurs types et après plusieurs modèles et après vous choisissez celui que vous voulez. Mais voilà. Après, il faut juste faire attention en fonction par exemple, là, Dali, il y a des restrictions sur les copyrights. Donc, vous pouvez pas lui demander directement Swamp Thing si vous voulez quelque chose ou Batman. Il va falloir ruser un tout petit peu. Après ça, voilà, vous traduisez rien que le mot en français. Des fois, ils peuvent vous le sortir. Donc, c'est des, je vais pas passer 1000 heures là-dessus. Hein. C'est voilà. Décide-moi un robot, il te fait ça. C'est 2 minutes 30. Et 5 minutes si on vous demande de faire plusieurs fois parce que tu as envie de choisir l'illustration la plus jolie. Ah, là, on va rentrer dans les questions un peu plus sérieuses. J'aurais dû mettre les anecdotes à la fin en fait, parce que du coup, ça se trouve, je vous ai lâché. Il n'y a que ceux qui iront jusqu'ici qui auront les questions intéressantes. Alors, tu gères comment les patients qui veulent du traitement passif, croyances et tout ça? Alors, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que là où je travaille à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de chance. Je travaille dans un endroit où le milieu socio-économique, je veux pas dire c'est aisé, mais c'est un milieu socio-économique, on va dire de classe moyenne ou classe moyenne plus. Voilà. Par rapport à d'autres endroits où j'ai travaillé où vraiment c'était des classes sociales très. Enfin, j'ai travaillé vraiment dans des villes, c'était catastrophique. L'accès aux soins, enfin, des endroits horribles. Là, du coup, je suis plus du tout là-dedans. En plus de ça, je suis dans un cabinet où, quand il a été ouvert par mon ancienne collègue, elle a fait tout en fait pour. Par exemple, sur la porte, il y avait marqué cabinet de kinésithérapie active. Voilà. Donc les patients, en fait, quand ils viennent, ils savent déjà qu'ils vont travailler, donc il y a moins d'attente vers le passif. En plus de ça, autour, les cabinets, ils prennent beaucoup de monde en même temps, il y a beaucoup de thérapie passive, donc s'il y a eu des échecs avant, bah, quand ils viennent ici, ils attendent autre chose que du passif. Donc j'ai pas forcément des grosses attentes, la majorité de mes patients, ils ont pas forcément beaucoup d'attentes vers le passif. Mais il y en a qui en ont. Donc, bah, en fait déjà je leur parle.
ok, on peut proposer du passif, c'est pas forcément mauvais, au début en tout cas. On peut commencer par du passif, expliquer les avantages et les inconvénients du passif par rapport à de l'actif. Moi, ce qui m'a aidé à me poser beaucoup moins de questions par rapport à ça, c'est arrêter de penser que le patient il attend du passif. C'est vraiment le faire verbaliser ce qu'il attend. Ok, c'est qu'est-ce que vous attendez des séances de kiné, ou qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire selon vous pour que ça aille mieux et tout ça. Et là, en fonction, on peut voir déjà est-ce qu'il est plus passif, actif, qu'est-ce qu'il pense qu'il faut qu'il fasse. Et ils vont vous le dire direct, hein. Ah, mais moi je pense il faut que je fasse des exercices. Ah d'accord, ok, bon après, voilà. Donc dans ce cas, vous allez vous diriger vers l'actif, bah y a pas de souci, on peut faire ça, nanani, nanana. Et des fois, ils vont verbaliser du passif. Mais pas forcément que du passif d'ailleurs, mais juste arrêter de préjuger que parce qu'ils viennent chez le kiné, ils attendent forcément du passif. Moi, à partir du moment où j'ai arrêté de me dire ça, bah du coup, j'ai fait beaucoup moins de passif que ce qu'on peut s'attendre à faire. Donc il faut vraiment faire verbaliser le patient et pas sauter avec ses mains sur lui. Alors là, question très intéressante. Avons-nous tendance à trop complexifier la kinésithérapie? Alors bien évidemment, là c'est mon avis, ok? Donc on s'en bat un peu les couilles. Mais je vais quand même tenter d'y répondre. Moi je pense qu'il y a des moments où c'est trop simplifié ou réduit, il y a des moments où c'est trop complexifié. Je vais commencer par la simplification parce que du coup c'est pas la question, et après je répondrai à la question. Par exemple, en cours, ou même certaines personnes vont trop réduire les problèmes, les douleurs à la biomécanique, ok? Et ça, pour le coup, ça plaît beaucoup à pas mal de personnes, hein. Dès qu'on va vous parler de biomécanique et tout ça, enfin, dès que vous allez parler de biomécanique, il y a beaucoup de personnes qui vont s'y intéresser et tout ça. Je parle de patients ou des gens sur les réseaux, mais c'est trop réduit. Où est-ce que ça peut être complexifié? Ça va dépendre. Là, pour donner un exemple, une illustration, je tombe sur du contenu, c'est notamment des ostéopathes qui peuvent vous vendre des formations et tout ça, sur la manipulation. Les mecs, ils prennent le patient, ils lui susurrent des mots doux, ils font une espèce de danse avec et tout avant de le manipuler, tout ça pour des effets non spécifiques. Je trouve, les frérots, c'est abusé ce que vous faites là. Où il faut être vraiment précis, voilà, là je suis dans cet article. Qui fait ça en 2024? Vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux à faire de la thérapie manuelle comme ça en 2024? Enfin bon. Euh, et après, je sais pas si. Donc, ça, c'était pour la thérapie manuelle. Après, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de compétences pour être un bon thérapeute. Savoir communiquer. Et je pense que c'est vraiment la compétence la plus importante. En fait, trier et savoir communiquer, et en fait, vous serez des bons. Après, oui, gérer la charge d'entraînement et tout ça, mais si vous avez des patients, par exemple, on va dire non sportifs, ou légèrement sportif, voire sédentaire, c'est très facile à mettre en place ce genre de choses. Donc non, c'est pas forcément complexe, ça n'a pas besoin de connaître des techniques incroyables pour, euh, pour être un bon kiné. Donc voilà, je pense que des fois c'est trop réduit à des aspects biomécaniques, et des fois c'est trop complexe dans l'application de certaines techniques. Voilà. Mais, mais si la kinésithérapie en soi, dans son ensemble, voilà, je dirais, je peux pas désigner tout ça en disant que c'est trop complexe. Je dirais qu'il y a des moments où on réduit trop, il y a des moments où on complexifie un peu trop. Et du coup, ouais, voilà, et c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et si vous voulez voir, en fait, par exemple, comment je parle de ces croyances et tout ça, vous avez toutes ces vidéos-là. Ça, c'est des cas cliniques, ok? C'est pas les vidéos qui sont le plus vues, mais là, je crois que j'ai calculé, il y a entre 5 et 6 heures de vidéos. Pas mal de cas cliniques. Ok, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 16 cas cliniques en 5-6 heures. Franchement, ça, je pense que ça peut vous faire progresser vraiment dans vos prises en charge. Ok. Pas obligé de les regarder dans l'ordre. Sachant que après, celle-là, elle est plus complexe. Ouais, il n'y a pas d'ordre, mais on va dire que les dernières, la 6 et la 7, elles sont un peu plus. Voilà, c'est plus technique. Chauve et ostéo, le combo parfait selon la science, donc ça forcément, bien évidemment que non. Hein. Ça, c'est un ostéo chauve qui a posé la question, donc j'étais obligé de mettre sa question.
Donc non, bien évidemment. Déjà, chauve, ça part mal. Ça part très 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 mal. Vous rajoutez ostéo, combo parfait. Ça, c'est un mec qui a que des échecs, hein. Ça, je vous le dis, ça pue la défaite. Voilà. Donc si vous avez mal au dos, faut absolument pas aller voir ce genre d'individu. C'est un conseil. Il y a des articles scientifiques pour mieux apprendre, pour apprendre à mieux estimer un temps de vidéo. Alors là, j'ai pas bien compris ta question. Parce que j'ai l'impression, peut-être je me trompe, j'espère que je me trompe parce que je pense pas que tu sois quelqu'un comme ça, mais j'ai l'impression que tu veux sous-entendre que quand j'estime le temps de mes vidéos, je me trompe. Souvent. J'ai l'impression que c'est ça que tu veux dire, mais je pense pas que tu sois quelqu'un comme ça, tu vois, je pense pas que tu sois ce genre de personne. Donc je pense que j'ai mal compris la question. D'ailleurs, vous avez remarqué sur cette vidéo-là, il n'y a pas d'estimation du temps, bah, c'est vraiment une vidéo à part. Ok, de toute façon, celle-là, on va être 10 à la regarder, je pense. Enfin, sachant que moi, je vais même pas la regarder. Donc, elle aura 9 vues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Top des formations pour un jeune diplômé en MSK pour justifier le placement de la formation. Ah oui, ça, déjà, merci. Ça, c'est très sympa. Il pense à ma pub. Donc, ma formation, bon, je vous en parle à chaque fois, voilà, c'est si vous voulez être capable de prendre en charge des patients lombalgiques en excluant les pathologies du type. Si vous pensez que une fracture vertébrale c'est égal traumatisme, si vous pensez que une infection c'est égal à fièvre, voilà, déjà, voilà, si vous pensez des choses comme ça, où vous réduisez, on va dire, les fractures au trauma et vous réduisez les infections à la fièvre, déjà, bon, ça peut vous aider. Si vous ne savez pas examiner la fonction neurologique qui peut être d'une grande aide dans plein de pathologies différentes, bah là, je vous aide à le faire. Si vous ne savez pas identifier une pathologie vasculaire, bah du coup, en rapport avec soit le bas du dos ou les membres inférieurs, bah dedans on en parle. Et aussi la grosse partie sur la spondylarthrite axiale, très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, c'est des jeunes qui sont touchés, ça touche beaucoup leur qualité de vie, le temps de diagnostic est très long, et donc il faut aider ces personnes-là, sachant que chez les femmes notamment, elles sont classées en général en tant que fibromyalgiques, donc c'est-à-dire, bon, bah, vous avez mal, on sait pas pourquoi, et puis vous aurez mal tout le temps. Bah en fait non, des fois, il y a vraiment des personnes qui souffrent d'une pathologie spécifique et qui ont besoin d'un traitement, voilà. Et du coup, je mets cette vidéo-là, où, parce que c'est un extrait, donc ça, c'est un extrait complet de la partie, cette formation-là, et ça, c'est un extrait de la prochaine qui sortira, ok? Où là, en fait, on fait lombalgie, et ici, on parlera problèmes cervicaux, ok? Donc, fracture, instabilité cervicale supérieure, on parlera des problèmes, tout ce qui touche au système neuro, et on va voir aussi tout ce qui touche au système artériel et veineux au niveau de la région cervicale. Ensuite, tu fais des consultations en ligne. Alors, oui, je fais des alors j'appelle pas ça des consultations, je fais des suivis. Alors en ligne, je propose plusieurs choses, mais j'en parle pas beaucoup parce qu'en fait, j'ai pas vraiment envie de faire de pub pour ça. En général, ça marche plutôt bouche à oreille ou des choses comme ça. Donc je propose effectivement des suivis pour des personnes qui ont des douleurs. En général, il y a 2 critères à respecter. D'un, c'est enfin, il y a un critère à respecter, au moins un sur les deux, c'est soit ne pas avoir accès à un kinésithérapeute dans le coin où on est, soit avoir fait une rééducation et qu'il n'y ait pas eu les résultats attendus. Donc ça, voilà, c'est les deux critères. Après, et après, ça peut être soit des suivis sur un mois, soit, soit une consultation d'un coup, voilà, en one shot, on va dire, pour avoir soit un avis, ou si c'est pour des petits problèmes, voilà. Je... Oui, bien évidemment, je fais ça. Mais c'est vraiment pour aider les personnes qui sont dans des coins où soit bah, la kiné elle a échoué, soit où ils n'ont pas accès à des kinés. Est-ce que tu subis des critiques? Alors, bah, en fait, si vous regardez les vidéos, notamment celles-là, à chaque fois je finis avec des analyses de commentaires où il y a des petits commentaires de gens qui ont un peu le seum sous certaines vidéos. Franchement, j'en ai pas. Quand je reprenais des vidéos, notamment de coachs qui disaient n'importe quoi, ouais, des fois il y en avait qui étaient pas très contents. Ce qui était assez drôle, c'est que tous ceux qui étaient pas très contents, c'est des gens qui critiquaient d'autres personnes de manière très très virulente, mais quand on les critiquait eux, ils aimaient pas ça. Donc, mais là récemment, j'en ai pas fait. Donc, mais après, voilà, quand je fais un truc qui parle d'ostéo ou d'une technique sur lesquelles les gens ils y croient beaucoup,
bah ouais, il y a des petites critiques et tout ça. Et je réponds pas toujours en commentaire, mais des fois je réponds pour faire parler la personne et c'est très intéressant parce qu'en général, l'argumentaire, il, il est pourri sa mère. Euh, Qu'est-ce qui, d'après toi, est le meilleur à envisager? Ah oui, mais attendez, j'ai pas répondu à toutes les questions ici. En fait, j'ai juste fait ma pub et j'ai pas répondu à la question en soi. Et j'ai pas répondu à la question. Bah, pour un jeune diplômé, en fait, il faut. Pour MSK, moi, ce que je conseillerais, c'est des formations. Déjà, comprendre la douleur. Ok. Donc, vous avez un e-learning. Il y a celui de Laurent Fabre sur la douleur. Donc, c'est un e-learning sur les neurosciences. Je crois qu'il y a une dizaine d'heures. Hyper intéressant, faut le comprendre. Faut pas forcément maîtriser tous les aspects biologiques de la douleur, mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Donc ça, il faut le faire. Ensuite, toujours dans la douleur, moi je ferai la formation, enfin j'ai fait et je vous conseillerais la formation de Anthony Halimi sur, je crois que ça s'appelle Gérer la douleur. Voilà, c'est sur 2 jours, hyper intéressant pour tout ce qui est douleur. Ah, vraiment, si vous faites ces deux choses-là, la douleur, ça aura vraiment plus de secret pour vous et c'est vraiment deux formations très importantes. Ensuite, vous avez aussi, toujours avec Laurent Fabre ou Brian, les formations sur les problèmes de nerfs, donc très important, surtout si vous faites du MSK, comme je vous ai dit là. Alors, moi, j'en parle ici, mais moi, je fais pas de traitement. C'est vraiment juste identifier est-ce que la fonction neuro, elle marche ou pas. Là, vous allez voir tout ce qui est traitement et tout ça, c'est bien plus. C'est très complet, voilà, avec l'aspect traitement. Et après se former en communication. Voilà. Moi j'avais fait une formation où il y avait beaucoup de communication, mais elle n'existe plus. C'était celle où il y avait. C'était Laurent, Marco et Jerry. Ça s'appelait Prise en charge de la douleur selon le modèle biopsychosocial. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais elle n'existe plus. Mais il y en a plein d'autres. Et normalement, les bons formateurs, les bonnes formations, la communication, c'est quelque chose qui va revenir tout au long de ces formations. Voilà. Qu'est-ce qui, d'après toi, est le meilleur envisagé après avoir obtenu son diplôme? Bah en fait, ça, je pourrais pas conseiller. Parce qu'en fait, moi, c'était quand même très particulier, hein. Moi, au bout de quand j'ai commencé ma deuxième année de kiné, j'ai voulu arrêter. Parce que je comprenais pas ce que je foutais là. J'ai trouvé ça nul comme pas possible. Entre la deuxième et la troisième année, fallait pas que ça dure 4 ans. Ça aurait duré 4 ans, j'aurais jamais eu mon diplôme, je me serais barré avant parce que j'en pouvais plus. Donc en fait, je sais pas, moi, quand je suis sorti de là-bas, je voulais me diriger vers le sport en me disant, vas-y, j'arrête la kiné, je me sers de mon diplôme de kiné, mais je vais faire quelque chose dans le sport. Finalement, je suis resté, mais voilà, donc du coup, je dirais, je pense que pendant les études, les gens, vous allez voir ce qui vous plaît. Dans la kiné, c'est très très vaste. Vous allez sûrement voir ce qui vous plaît. S'il y a quelque chose qui vous plaît, bah essayez de pratiquer dedans. Et si ça vous plaît vraiment, bah après formez-vous et et tenez-vous à jour dessus, quoi. Voilà. Mais ouais, c'est identifier le, le domaine dans lequel vous voulez travailler. Après, vous pouvez avoir plusieurs domaines, hein. Moi, je fais que du MSK, le reste, j'y connais rien. Et voilà, comme je vous disais, enfin, quand j'étais en études, tout ce qui sortait de la MSK, ça me saoulait. Voilà. Donc voilà, essayez d'identifier un truc qui vous plaît, et si ça vous plaît vraiment, vous formez et lire dessus, et après même pourquoi pas former d'autres si c'est vraiment un sujet qui vous passionne. Donc en gros là, c'est si je devais recommencer mes études, euh, est-ce qu'il y a des choses que je changerais? Alors, si je devais recommencer, ouais, en fait ce que je ferais, c'est que là je me retrouve en première année de kiné. Et si je devais me donner des conseils pour essayer de sortir de manière différente, c'est déjà avoir alors, bon, un esprit critique vraiment affûté. Pour le coup, c'est pas juste avoir un esprit critique, c'est avoir un esprit critique affûté. Ok? Je dirais justement tester au maximum les profs sur ce qu'ils vous racontent. Bien évidemment, en général, ils aiment pas ça. Et du coup, ça peut limite se transformer en mauvais conseil si vos profs c'est des connards. Mais du coup, voilà, avoir vraiment un esprit critique, commencer dès le début à s'intéresser à la recherche scientifique, comment trouver des articles sur un domaine, ok? Ça, c'est comment on fait des recherches intéressantes sur PubMed. Comment, déjà, juste la méthodologie de recherche sur PubMed. Euh, voilà, et
essayer de trouver des personnes, de s'entourer de personnes qui sont passionnées dans le domaine de la kiné, avec qui vous pourrez progresser. Vous avez une vision commune, essayez voilà, d'avoir des connaissances, des potes, des amis, je sais pas comment vous appelez ça, mais avec une même vision, pour essayer de progresser le plus possible. Voilà. Donc bien s'entourer et bien faire ses recherches. Voilà. Après, le reste, j'ai envie de vous dire, bon bah les cours, c'est les cours. Essayez de trouver des bons stages. Euh, Bon, on me disait, ah oui, ça c'est super comme terrain de stage, c'est super. Il y en a un, j'ai fait un truc, c'était un truc hyper demandé, dans un service de traumato. J'ai fait un stage, c'était éclaté. De toute façon, j'ai pas fait un stage où je me suis dit, putain, ça c'est bien. Tout dès que j'arrivais dans un terrain de stage, que ce soit à l'hôpital ou en cabinet, je me disais, c'est ça que je vais faire comme métier, c'est vraiment ça que je vais faire comme métier. Ça me dégoûtait. Quand je vous disais que j'avais vraiment envie d'arrêter à chaque fois, dès que je partais en stage, c'était mais catastrophique, hein, c'était horrible. Donc je savais que je pratiquerais pas comme ce que j'ai vu en stage, parce que c'était impossible de faire ça. Mais des fois je me disais, mais si c'est ça vraiment que le métier, moi je veux pas faire ça, hein. Absolument pas. Pourrais-tu faire, putain, je sais pas lire, hein. Pourrais-tu aussi faire un résumé des techniques spécifiques pour calmer les douleurs, comme le travail des trigger points, qui permet de distraire le patient de sa douleur principale? Désolé, je n'ai pas utilisé le vocabulaire adéquat, technique spécifique. Bon, on va pas parler de technique spécifique, mais on va utiliser, admettons, on va partir du point on va partir des points trigger. En fait, comment on peut diminuer la douleur chez un patient? Quand on fait un point trigger, en fait, vous allez faire mal à la personne. Admettons, je sais pas, elle a mal à l'épaule, vous faites mal, une douleur à l'avant de l'épaule. Dans ce cas-là, ce qu'on dit, c'est ah, ça, c'est l'infraépineux. Il y a un point trigger, et quand on appuie sur l'infraépineux, ça reproduit la douleur à l'avant de l'épaule. Nanana, nanana. Donc vous appuyez très fort sur l'infraépineux, ça fait archi mal. Ok, même chez les personnes qui ont pas mal, ça fait archi mal de faire ça. Alors après, même de seul coup, là, ça me revient, il y a même des coachs qui vous diront, ah, si vous appuyez là et que ça fait mal, ah, c'est pas bon, hein. Ah, ça c'est pas bon, hein. Là, ça veut dire qu'il y a des tensions, bon, enfin, des trucs de connards. Donc, en fait, vous appuyez, ça fait très mal, donc du coup, ça peut diminuer la douleur à un autre endroit, ok? C'est la modulation conditionnée de la douleur. Donc ça, c'est un outil. Après, juste le fait de poser ses mains aussi, bah, vous allez changer les informations qui vont aller jusqu'au cerveau, et ça peut modifier ensuite la douleur derrière. Et ensuite, vous avez l'analgésie induite par l'exercice. Donc en gros, la personne elle a mal à un endroit, vous lui faites faire des fentes, des squats jusqu'à ce que ses muscles y brûlent, ou jusqu'à ce que son cardio il explose, et dans ce cas-là, en fait, vous allez avoir une diminution de la douleur. C'est ce qu'on appelle l'analgésie induite, ou l'hypoalgésie induite par l'exercice. Donc là, vous avez différentes méthodes, différents outils pour diminuer la douleur. Je dirais pas que c'est des techniques spécifiques, voilà. Mais si on prend l'exemple des points trigger, en fait, c'est de la modulation conditionnée de la douleur, hein. Vous avez mal à un endroit, j'appuie très fort dessus, ou à côté, ou à un autre endroit, bah, vous allez avoir moins mal. Ensuite, quel matériel tu utilises? Donc ça, c'est une très mauvaise question. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas regardé mes vidéos. Donc ça, c'est problématique. Donc, le matériel que j'utilise, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Voilà, 30 minutes, je vous décris tout. Ok. Donc en fait, j'utilise pas beaucoup de matériel, hein. J'utilise du matériel pour évaluer la fonction neuro, du matériel pour prendre la tension, pour mesurer les seuils de douleur si j'estime que c'est nécessaire. Et après, dans le matériel, on va dire que ce qu'il faut dans un cabinet de kiné, c'est pas des ondes de choc, c'est pas de la T-Care et tout ça. Surtout que T-Care, ondes de choc, eh bien, vous pouvez en avoir pour 20 000 euros, hein. Pour 20 000 euros, vous pouvez vous équiper en matériel de musculation de manière incroyable. Ok. Vous pouvez acheter la fonte, le rack, les barres, les haltères, et même à la fin il vous reste de l'argent pour acheter, si vous voulez, certaines machines de musculation, et achetez pas des machines de musculation dans les livres dans les catalogues de matériel pour kiné, où ils vous vendent des poulies éclatées, où vous mettez tout le stack, vous avez l'impression qu'il n'y a aucune résistance et ça coûte hyper cher. Vous pouvez avoir accès à des marques incroyables. Si vous avez envie, c'est même pas nécessaire. J'ai déjà acheté les poids, acheter les disques de fonte, barres, haltères, rack, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, après des élastiques, si vous avez envie d'acheter des élastiques, du petit matériel pour adapter certains trucs. Mais voilà, et à la fin, si vous voulez rajouter, par exemple, une bonne leg extension, par exemple, si vous faites beaucoup de rééducation, vous rééduquez des gens avec des problèmes de genoux, vous voulez être sûr de bien cibler le quadriceps, des trucs comme ça. Mais voilà, après, juste déjà matériel de musculation, ok? Mais pas sur les catalogues de trucs de kiné, ok? Comme je vous ai dit, si vous voulez acheter une poulie, je sais pas pourquoi faire, si vous avez vraiment besoin d'une poulie, vous l'achetez pas dans les catalogues de kiné,
qui sont pourris et qui coûtent cher. Vous achetez dans des choses dans les catalogues qui vendent pour les salles de sport, ou du matériel de vraiment sportif, quoi. Ok? Ensuite, ta technique pour faire des bonnes équations de recherche PubMed. Alors déjà, en fait, pour faire des bonnes équations de recherche sur PubMed, en fait, il faut juste comprendre comment ça marche PubMed. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de comment ça marche, mais ça marche avec des mots-clés. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle les mèches termes. Donc, en fait, en gros, il faut que vous voyez si le terme il est dans le mesh, en fait, qui est le thésaurus de PubMed. Ça permet d'affiner la recherche. Il faut connaître les connecteurs logiques. Donc quand vous mettez deux mots à côté, bah, il y a un AND, donc il va chercher l'un et l'autre, mais vous pouvez mettre OR pour avoir l'un ou l'autre, et en fait après faire des équations comme ça. Après il faut des mots-clés. Donc mots-clés, soit vous les connaissez, soit vous allez sur... Allez, je sais plus comment c'est. Il y a un site, moi je l'ai en automatique, donc je ne tape plus, mais en fait c'est un site français, vous tapez le terme en français et il vous trouve justement les termes mesh en anglais. C'est... Je me rappelle plus comment il s'appelle. Bah, je le retrouverai, je vais mettre en story sur Insta. Mais en gros, vous avez un site français, mais je me rappelle vraiment plus. Et en gros, c'est Top Rouen, je crois. C'est le CHU de Rouen qui fait ça, je crois. Et en gros, vous tapez le mot en français et ça vous donne les mèches termes en anglais. Et donc ça, voilà, c'est important à connaître. Et ensuite, il faut savoir que voilà, vous pouvez mettre des parenthèses. Faut savoir que, par exemple, si vous utilisez physical, si vous tapez physical activity dans la barre de recherche, bah, il va vous chercher physical et activity, mais si vous mettez des guillemets, il va vous chercher l'expression physical activity. Voilà, il y a des petites choses comme ça à connaître. Donc en gros, la technique, c'est de connaître les règles d'utilisation de PubMed, hein. Après, par exemple, vous cherchez un sujet, vous ne le connaissez pas vraiment, bah vous cherchez un petit peu, vous trouvez des études, et dans les études, vous avez en général, sous l'abstract, vous avez des mots-clés. Bah ah, ça, c'est des mots-clés qui sont utilisés pour ça, donc vous les mettez de côté. Et après, vous faites une équation de recherche avec bah, l'ensemble des mots-clés, parce que des fois, pour un seul truc, il peut y avoir plusieurs mots-clés, donc il faut avoir différentes variantes du problème que vous cherchez sous forme de mots-clés pour pouvoir les mettre et essayer d'avoir une recherche la plus exhaustive possible. Mais en gros, ce qu'il faut, c'est savoir comment ça marche PubMed, hein. C'est vraiment ça. Tu penses quoi des coachs qui se la jouent kiné sur les réseaux? J'ai pas mis, mais c'est sur les réseaux. Alors, bah en fait, le problème, c'est que j'ai rien contre les coachs. En soi, on va dire dans l'absolu, j'ai pas de problème avec les coachs qui prennent en charge des personnes qui ont des douleurs. En soi, ça me pose pas vraiment de problème. Ça devrait leur poser un problème à eux parce que d'un point de vue légal, c'est c'est de l'exercice illégal de la kiné. Après, moi, ma morale, j'ai rien contre. Ok? Je rappelle, voilà. La morale ne fait pas la loi ne fait pas la morale. Moi, ma morale, elle est différente de la loi, mais il faut respecter la loi. Donc, moi, en soi, je pense qu'un coach qui prend en charge des personnes qui ont des douleurs, en soi, j'ai rien contre. La loi, normalement, est censée l'interdire, ou en tout cas, c'est de l'exercice illégal de la kiné. Après, quand je vois ce qu'ils font, là, par contre, ça me pose plus de problèmes, parce que il y a vraiment, c'est vraiment devenu un argument de vente, hein, de proposer des prises en charge pour faire de la rééducation. Donc on utilise un petit peu des personnes qui ont des douleurs, qui sont peut-être dans un moment de faiblesse, et qui vont être plus facilement influençables ou manipulables, et on va se servir de leur misère pour se faire de l'argent. Donc ça c'est un premier problème. Des fois il y a des personnes qui peuvent être très culpabilisantes, avec des... C'est un peu la mode sur les réseaux, si t'as mal, c'est ta faute, mais t'inquiète, moi j'ai la solution. D'accord, ok, super. Si tu dis aux gens, enfin culpabiliser les gens, c'est pas les responsabiliser, hein. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Donc non, on évite de faire ça et j'en vois plein en fait des trucs comme ça. Peut-être qu'il y en a qui font les choses bien, mais là les premiers exemples qui me viennent en tête, c'est des choses comme ça. En plus de ça, alors c'est une population différente, on va dire, quand je fais des suivis en ligne pour des personnes qui ont des douleurs, en général, elles ont demandé à d'autres personnes avant. Certaines
de ces personnes ont vu des coachs, me racontent ce qu'elles ont fait avec les coachs, et c'est vraiment très problématique. Parce que la première chose à faire, c'est toujours pareil, c'est de ne pas faire de perte de temps aux patients, et ne pas et éviter les pertes de chance. Sauf qu'un coach, il y connaît à rien du tout en drapeau rouge et tout ça. Ok, il y connaît rien du tout, c'est normal, c'est pas son métier. Mais du coup, voilà, on peut faire perdre du temps, aux patients. Et je rappelle, faire la formation FRC ne vous fait pas de vous un kiné, ok? C'est une bonne formation, c'est un bon outil, mais ça ne fait pas de vous un kiné. Il n'y a aucun red flag. La communication dedans, il n'y en a pas. C'est un paradigme très biologique, biomécanique. Voilà, donc ça ne suffit pas de vous pour faire un coach, pour faire d'un coach un kiné. Donc non, en fait, en soi, s'ils étaient bons, j'aurais pas de problème avec ça. Comme je dis, j'ai pas un problème intrinsèque en disant non, les coachs, faut surtout pas qu'ils fassent ça. Comme ça, j'en ai rien à faire, en fait, je m'en fiche, pas contre. Mais quand je vois ce qu'ils font, voilà, je me dis, s'ils étaient meilleurs, ça serait quand même moins problématique. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils sont nuls. Pour la plupart, je vais pas dire tous, on va dire pour la plupart que moi j'ai vu, peut-être qu'il y en a des très bien, c'est pour ça, ceux qui sont très bien, ils peuvent continuer à aider les personnes, hein, parce qu'ils comblent aussi un trou, c'est-à-dire que les personnes qui vont les voir, c'est peut-être qu'ils n'ont pas eu les résultats qu'ils attendaient avec leur kiné, puis qu'ils n'ont pas eu les résultats qu'ils attendaient avec leur médecin, et donc du coup, bah, ils se dirigent vers des personnes qui ont peut-être plus de temps à leur accorder, comme un patient qui irait vers l'ostéopathe parce que l'ostéopathe, il est disponible, il prend du temps, il parle et tout ça, bah peut-être qu'il peut se diriger vers le coach en ligne pour un gain de temps, il pense que la personne est efficace. Voilà, tout un tas de choses. Et on a fini, du coup. On a fini. Donc je voulais juste finir avec deux mêmes pour la vidéo. Kiro sur les réseaux, le bouton signalement, voilà, ça m'avait fait rire. Et faire une anamnèse carrée sur les pathologies graves, identifier les réflexes archaïques à travailler, voilà, ou les points triggers justement, voilà, tout un tas de choses comme ça. Donc, bah, comme je l'ai dit, dernière vidéo de cette année, ok. Je sais pas quand est-ce que je reviendrai, je sais pas sous quelle forme non plus. Là, cette année, je voulais vraiment faire du contenu très régulièrement. C'était très challengeant d'ailleurs. L'année prochaine, quand je reprendrai, peut-être vers le mois de septembre, je vais essayer de changer. Là, ce que j'ai essayé de faire pour plus tard, c'est de sortir des vidéos donc toujours le plus complet possible, enfin des vidéos les plus complètes possibles, donc peut-être moins souvent, et j'aimerais bien mettre en place des lives. Il faut juste que je vois comment on peut mettre en place ça sur YouTube et faire, faire monter des gens, que ce soit pour débattre de certains sujets, s'il y a des personnes qui ont des choses à raconter intéressantes, et faire des lives, au lieu de faire une vidéo par semaine, ça serait peut-être une vidéo toutes les 2 semaines ou tous les mois, mais après faire des lives à côté plus régulièrement pour débattre de sujets, pour de l'information, pour qu'on parle de sujets et tout ça. Voilà. J'aimerais bien faire ça, je ne sais pas si ça se fera. En tout cas, bah, on se dit à la prochaine. Salut!